Thierry Brun, journaliste d'Hebdomadaire Politis. C'est un hebdomadaire généraliste et qui édite également des hors-séries depuis plus d'une dizaine d'années sur les questions, sur les thématiques économie sociale et solidaire, et particulièrement sur le commerce équitable, l'agriculture bio. Vu le temps qu'on a, j'arrête là. Je vais tout de suite. Donc j'ai autour de moi des intervenants, même un intervenant de la Mèche Robert qui n'était pas prévu dans ce débat, avec Rodolphe, que je ne présente plus, de la PEPS, et puis qu'est-ce qu'on a on a aussi Altereco, qui est ici, Grégoire, Altermundi, Simon, et Voyage Nord-Sud à nouveau. Donc c'est Julie, hein, c'est ça. Donc c'est le thème de cette table ronde, c'est 2011-2015, un tournant dans la distribution des produits équitables. Alors en termes de tournant, s'il en est un, donc je vais interroger chacun des intervenants sur cet aspect-là. On aura aussi, j'aurai aussi deux autres questions à leur poser. Alors celui-ci est essentiel en termes de distribution. J'aimerais bien, et je pense vous aussi d'ailleurs, savoir un petit peu comment il compte se développer dans les années à venir sur cette question de la distribution. Alors soit en termes de réseau, franchisé ou non, alternatif, etc. Je vais peut-être passer la parole à qui veut intervenir le premier. Tiens, je pose la question, peut-être Altermundi, puisqu'on n'a pas trop entendu. Bonjour, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier la PEPS de nous avoir conviés à ces rencontres. Donc pour un sujet qui n'est pas forcément toujours simple, hein, la prospective, essayer de se projeter entre 2011 et 2015, mais bon, on va essayer de s'y atteler du mieux qu'on peut. Alors peut-être d'abord pour vous situer un petit peu Altermundi, c'est une entreprise donc, qui appartient au groupe SOS, qui a été créé il y a 25 ans et qui a pour but de lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes. Vous connaissez peut-être le groupe, c'est à la fois des associations et des entreprises. Altermundi, à proprement parler, ça a été créé en 2003 avec une première boutique à Paris. Ça a ensuite été développé à travers un réseau de franchises à partir de 2006. Et aujourd'hui, nous représentons un réseau de 8 points de vente à travers la France. Alors, ce qui est important aussi de signaler, c'est que nos boutiques, au-delà de commercialiser des produits issus d'un commerce équitable et plus récemment d'un commerce responsable, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est à la fois aussi une entreprise d'insertion. Il faut savoir qu'au siège, on a des contrats en insertion et que, dernier point, on travaille sur des boutiques, donc des lieux de vente éco-conçus pour essayer de boucler la boucle tant que faire se peut. Alors le tournant, en fait, en y réfléchissant, pour essayer vraiment de vous donner aujourd'hui, pour Altermundi, hein, l'endroit où on se trouve dans notre réflexion, on aurait tendance à ne pas vraiment parler de tournant, mais plutôt de palier. Aujourd'hui, après 10 ans de croissance dans le secteur du commerce équitable, et pas des moindres, hein, quand on fait x10 en 10 ans à travers tous les produits du commerce équitable, c'est pas rien. Il y a eu un développement d'un grand nombre d'acteurs, dont Altermundi, et qu'on se retrouve avec différents contextes qui a quand même subi plusieurs crises. Hein. On a beaucoup parlé d'environnement depuis 10 ans. On a beaucoup parlé d'économie depuis 2 ans, on commence à parler beaucoup de social aujourd'hui, hein, parce que la situation n'est pas simple. On a un contexte qui fait que les consommateurs se retrouvent, entre guillemets, mis face à leurs responsabilités. Maintenant, il ne faut pas s'échapper. Aujourd'hui, quand on fait un acte d'achat, on peut faire un acte d'achat responsable. Alors, dans un sens, la situation actuelle... c'est à la fois une victoire pour tout le monde, parce que les idées sont passées, les idées sont reprises, que ce soit par les acteurs historiques ou par des acteurs plus installés qui travaillent
équitable. Mais c'est aussi un formidable défi, à la fois pour les attentes désormais des consommateurs auxquels on s'adresse, parce que la demande est plus complexe. On ne parle pas que d'équitable, on parle aussi de comment est-ce que vous faites venir vos produits, comment est-ce que vous les commercialisez, etc. etc. Et puis, un défi aussi en termes de structuration de nos métiers, beaucoup d'initiatives, beaucoup de création d'entreprises, mais avec des succès divers. Et aujourd'hui, après 10 ans de croissance, la question de la structuration, de la consolidation se pose. Donc c'est pour ça qu'on défend, enfin, en tout cas, notre point de vue, c'est plutôt qu'on est en train de traverser un palier qui ma foi, n'est pas si étonnant que ça, parce qu'il a été traversé par d'autres secteurs d'activité avant le nôtre, et que ces défis de consolidation et de structuration, il faut simplement qu'on les relève en outil sur d'autres secteurs. Bien, merci. Alors, même question posée à vous, donc, dans le secteur du tourisme, et on aimerait bien savoir justement comment ça se passe dans le contexte qui vient d'être décrit. Je pense que vous êtes aussi concerné. Et puis, nous dire aussi un petit peu quelle est votre vision pour les prochaines années, prospective en tout cas, sur le tourisme durable, équitable, solidaire, etc. Oui, alors si je repars de la dernière phrase là, qui énumère différents termes, ça va être très compliqué parce qu'on a là différentes entreprises ou même associations d'envergure complètement différentes. Donc moi, ma spécialité, c'est de travailler avec des associations professionnelles de tourisme équitable et solidaire. Donc ça veut dire qu'on part du projet de développement par les locaux, donc à la base. Donc du coup, c'est très long. C'est très très long à mettre en place jusqu'à obtenir un produit à commercialiser, un produit touristique à commercialiser en France. Donc le processus est très long. Donc un aboutissement majeur a été la création du réseau ATES, c'est l'association pour le tourisme équitable et solidaire. Donc ça c'est en 2006. Donc vous voyez, ça a mis du temps. Et du coup, l'ATES travaille beaucoup sur le côté technique, l'évaluation des critères, etc. Mais n'est pas encore très performante au niveau de la distribution, justement. On essaye de créer des partenariats, ça avance, mais effectivement, il faut laisser le temps au temps, et voilà. Donc, côté prospective, Est-ce que vous avez un public, j'ai pas de micro, je suis désolé, parce que je suis un peu habitué à faire des questions-réponses. Est-ce que vous avez un peu, parce que bon, je connais bien la thèse pour tout dire, mais j'imagine que vous avez un public qui est de plus en plus demandeur et qui pose également, comme le disait Carmundi, des questions aussi sur la nature des prestations qui leur sont proposées, des voyages, sur tous les critiques et solidaires. Je vais pouvoir faire la transition sur ce que je propose moi. Parce que justement, j'ai développé une activité pour répondre à ces questions-là. Moi, en tant que voyageur, qui a une façon de voyager, qui a des habitudes, des besoins, un budget qui n'est pas celle de mon voisin, où est-ce que je trouve ma solution pour voyager autrement? Donc, le service que j'ai développé, c'est la mise en relation des voyageurs avec les organisateurs de voyage. Donc je pars de la base du besoin du voyageur, et donc avec lui, je vais travailler sur qui il est déjà, quelle est sa personnalité, quelles sont ses convictions, et qu'est-ce que lui entend dans voyage équitable et solidaire. Lui, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il attend d'un voyage équitable et solidaire. Donc après, il y a toute la notion pédagogique sur les critères, les enjeux qu'il y a derrière. Et donc, pour avoir travaillé aussi avec la thèse sur la mise en route de cette activité-là, c'était vraiment aussi pour arriver au dernier maillon de la chaîne, en fait, de tous ces petits acteurs, là, en partant de la base jusqu'à celui qui organise le voyage et celui qui trouve le client. Donc moi, je suis celui qui trouve le client et qui oriente ce client vers le bon interlocuteur. Donc voilà, effectivement, c'est innovant. Le modèle économique, c'est du courtage en voyage. Ça n'existait pas il y a encore 2-3 ans. C'est pas encore tout à fait
dans les clous hein, au niveau de la réglementation du tourisme, donc il faut un peu esquiver. Il faut faire attention aux termes qu'on emploie, bon, etc. Hein. Mais en tout cas, ça trouve son sens. Hein. En tout cas, on a vraiment du répondant au niveau des clients. Et aussi au niveau des organisateurs de voyage qui sont bien contents qu'on leur amène des clients qui, justement, attendent vraiment le produit qu'ils proposent. Ce qui veut dire que le développement de... En fait, ce que vous êtes en train d'organiser, c'est une sorte de réseau, en quelque sorte, avec un site internet et qui permet de mettre en relation clients, voyagistes, tourisme équitable et solidaire. Cette façon de pratiquer, de prendre connaissance de ce type de voyage, pour vous, c'est l'avenir, c'est aussi un tournant pour des organisations qui, effectivement, sont regroupées dans une association depuis maintenant 6 ans. Oui, alors, ces petites organisations, justement, n'ont pas beaucoup de salariés, hein, c'est 2-3 salariés, et veulent rester aussi petites comme ça parce qu'elles ont une identité très forte et ne souhaitent pas développer, pour les raisons qui les regardent. Moi, j'y trouve une richesse, hein, parce que justement, j'en ai plein de petits producteurs, plein de petits organisateurs de voyage qui me permettent justement de répondre à des demandes diverses et variées. Aussi, il y a des grandes organisations hein, qui ont recours à des certifications, des labels, qui peuvent répondre à la demande de comités d'entreprise, collectivités, etc., d'organisations plus importantes. Donc c'est pour ça que c'est difficile de mettre tout le monde dans le même panier, c'est que chaque client va avoir son offre. Hein. Donc voilà, moi, mon objectif c'est bien de dire il y a toujours une solution, plus responsable en tout cas. Elle ne sera forcément pas parfaite, mais au moins on peut chercher une solution plus responsable. Bien, je vais passer la parole à Grégoire. Donc, Alter-Eco, alors, étant journaliste, je suis au courant de ce qui se passe dans Alter-Eco, mais dites-nous, quelles sont pour vous les évolutions à venir pour Alter-Eco? Est-ce que vous êtes en train de mettre en place, depuis quelque temps, et qu'on sait dans la presse d'ailleurs, autour de votre développement et de votre modèle économique, si je puis dire? Effectivement, c'est une question qu'on se pose beaucoup parce que, commençant à être un peu significatif sur le marché, on commence aussi à porter une responsabilité vis-à-vis des producteurs avec qui on travaille. Donc, ne serait-ce que pour notre propre pérennité et pour être cohérent avec notre engagement, il faut savoir où on va. La première chose qu'on se dit quand on commence à faire de la prospective, c'est que tendanciellement, sur l'ensemble des marchés, à chaque fois qu'il y a eu un label, il y a eu une tendance à la baisse. Parce qu'il y a une tendance à la diffusion, à la démocratisation, on voit ça sur le bio, on peut voir ça dans une certaine mesure sur le commerce équitable, avec d'autres labels qui viennent concurrencer les labels existants, et que pour nous c'est un énorme défi. Parce qu'en fait, il y a deux manières de sortir de ça. Soit on réussit à reconnaître une cohérence avec ce qui est fait aujourd'hui pour cette exigence, soit on est obligé de suivre le marché à la baisse sous peine de se faire sortir. Et c'est tout notre enjeu aujourd'hui, tout notre travail, c'est d'aller chercher cette cohérence. Pour nous, aujourd'hui, elle passe par la qualité du produit. Donc là, je vous parle en termes d'alimentaire, mais je pense qu'on pourrait mettre ça sur d'autres marchés. Nous, on pense qu'il faut arrêter de penser que le label fait vendre et que le label doit permettre quelque chose. Il doit permettre, en gros, se dire que ce produit est bon, et il est bon parce qu'il est bio, il est équitable. Et c'est vraiment comme ça, et c'est un enjeu énorme en fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'être réunis au bureau à tester les produits des producteurs en disant est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, c'est partant de ce qu'on a fait depuis 10 ans avec les producteurs avec qui on bosse, comment est-ce qu'on fait pour que ces produits soient plus adaptés au marché européen? Parce qu'ils sont bons pour un Indien, noté, mais ils ne sont pas forcément bons pour un Français, et donc ça veut dire engager des sommes assez importantes dans des consultants expérimentés qui vont là-bas dans les coopératives et qui vont regarder le niveau d'oxydation, le niveau de travail, et donc c'est très coûteux, c'est énorme. Nous on est en train de le mettre en place sur nos thés et nos cafés par exemple en ce moment. Et on espère que ce sera porteur de fruits et ça a l'air de devoir l'être. L'autre chantier qu'on ouvre, c'est les chantiers des canaux de distribution. Aujourd'hui, Alter-Eco, on est 45 pour gérer 120 produits dans à peu près 4000 points de vente. Donc c'est très important. On a déjà la moitié de nos effectifs qui sont constitués de la force de vente.
on ne va pas pouvoir avoir 60 commerciaux pour 25 personnes au siège. Donc il faut être créatif pour trouver des canaux de distribution où on arrive à reporter une partie de la complexité de notre message, parce que c'est faire du bio équitable, compensé carbone, éco-conçu, avec une liste d'ingrédients clean, et la volonté d'apporter quelque chose au monde, et ben n'importe qui ne peut pas vendre ça sans formation. Et c'est tout notre enjeu aujourd'hui de réussir par nos packs à en dire suffisamment pour être complet sur ce qu'on veut faire, et après d'avoir des personnes qui sont capables de prendre le relais sur Internet, dans tous les réseaux, à l'export, pour réussir à développer de manière pérenne les ventes. Très bien, voilà, c'était un des thèmes de l'atelier ressources humaines, justement. Alors, Rodolphe, pour la donc, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit, mais effectivement, pour moi, il y a vraiment 3 points qui sont importants dans le développement du marché équitable dans ces prochaines années. La première, c'est effectivement la méthodologie, comment on fait notre métier, comment on amène les produits, ce sont des questions qui nous sont posées par les consommateurs, et il est important d'y répondre. La deuxième, c'est effectivement la structuration de notre masse salariale, notre organisation, comment on fonctionne, comment on peut tenir face à des concurrents sérieux qui sont sur des offres finalement de niche, hein, ils sont des offres non spécialisées. Et la dernière, c'est vraiment la satisfaction du besoin. Je crois que voilà, il y a quelque chose, je rejoins complètement Grégoire là-dessus. On a vendu des produits équitables parce qu'ils étaient équitables. En 10 ans, on est arrivé à une qualité de produit qui est nettement supérieure aux offres traditionnelles. Si je me permets de citer l'exemple là de Ludeki, hein, avec le jeu Le Négocio, où on était sur un jeu à 59,90 € qui était mis en comparaison bien souvent avec le Monopoly, usiné en Chine, amorti depuis 20 ans quand même. Là, la bonne nouvelle, c'est que à partir de l'an prochain, on pourra le commercialiser à 49,90 €, soit le prix du Monopoly. Donc on est vraiment aujourd'hui dans des produits de qualité supérieure qui arrivent à concurrencer les prix des autres produits, et je pense que c'est important. On ne peut pas continuer sur le marché de l'équitable et du bio sans se poser la question de la satisfaction du consommateur. Le consommateur, quand il cherche effectivement un produit, il le cherche pour une bonne raison. Donc, je pense que chaque entreprise doit vraiment se positionner sur ces questions. Là, après, sur quelque chose de moins général et sur ce qui concerne la BEPS, effectivement, le tournant, on le voit dans l'évolution des besoins des entreprises productrices, c'est-à-dire que toutes ces entreprises commencent à avoir besoin de services, d'entreprises de services, mais d'entreprises de services spécialisées. C'est-à-dire qui savent faire du marketing respectueux des valeurs et des démarches de l'entreprise, de la communication et de la commercialisation qui sont adaptées à ce type de produit et à ce type de public. Le dernier point, enfin, c'est vraiment pour nous l'activité d'accompagnement des jeunes créateurs. On n'a pas vocation à se substituer aux réseaux qui existent en France. On a la chance, effectivement, d'avoir des réseaux comme France Active, France Initiative, BG Ouest, BG Atlantique Vendée. Par contre, effectivement, sur les thématiques de développement de stratégie commerciale, sur le commerce équitable et bio, on est face à des problématiques très particulières. Et on le voit déjà avec les entreprises qu'on suit, il y a vraiment un intérêt. Il y a une plus-value qui se produit, il y a une solitude de l'entrepreneur qui se rompt, il y a vraiment quelque chose. Donc voilà. Alors la Mèche Rebelle maintenant, qui va se représenter. Oui, bonjour. Donc Stéphane Bell, je représente la Mèche Rebelle Édition. On est une entreprise en fait du Mans et on est spécialisé dans la création, l'édition et la fabrication de jeux de société éco-conçus. Donc notre métier de base en fait c'est la création de jeux. Et donc cette année on fait nos 15 ans, donc c'est qu'on a réussi en fait à pérenniser notre métier et surtout d'une façon en partant toujours du produit. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours créé et fabriqué des jeux, donc, et vendu des jeux. Ensuite, on les a fait en éco-conception, puis en intégrant en fait des produits issus du commerce équitable pour l'ensachage des pions dans des sacs en coton bio, des choses comme ça. Mais on a toujours en fait gardé à l'esprit que ce qu'on voulait commercialiser et proposer, c'était des jeux. Donc on n'a pas fait nécessairement des jeux sur la thématique du commerce équitable, on a fait des jeux sur ce qui nous plaisait en tant qu'auteur. Et ça nous a permis en fait
de ne pas avoir nous reposer sur, ou sur des labels qui dans notre milieu de toute façon n'existent pas, mais toujours en gardant une qualité en fait, et toujours une exigence par rapport à notre travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu ensuite aller proposer sur les magasins auprès des consommateurs, en ayant toujours un retour sur la qualité en fait. Après, ce qu'on a aussi fait, c'est par rapport à la fabrication. On a toujours fabriqué en éco-conception, avec au départ de l'entreprise, simplement des recherches en fait de bon sens, avec des utilisations de papier recyclé, de carton recyclé, des encres végétales, pour aller jusqu'à en fait un cahier des charges écrit et très strict en fait, auquel on s'est toujours référé. Puis pour cette année, on est passé jusqu'à en fait une analyse de cycle de vie sur l'une de nos gammes. L'idée, c'est qu'à travers ce type de fabrication, on s'est en fait totalement coupé de notre marché. Notre marché naturel, c'était les magasins de jeux de société. Ça fait à peu près, sur nos 15 ans d'existence, pendant 10 ans, on n'a pas revendu un seul de nos jeux dans le réseau de jeux de société, ou quasiment conventionnel. Dans le réseau conventionnel, mais même en fait, simplement, magasin de... Et de quelle manière vous faites connaître et vous êtes diffusé d'ici? Alors, jusqu'à peu de temps, en fait, enfin ça c'est toujours valable, on est revendu, en fait, on est allé chercher des marchés sur les magasins de commerce équitable par rapport aux spécificités en fait, de fabrication, aux magasins bio dans un second temps, enfin de manière à ouvrir un petit peu notre marché qui était trop restreint. Puis ensuite on s'est posé la question de la structuration en fait, de la distribution. On a le choix entre trois possibilités, trouver un acteur extérieur qui fasse le lien entre nous et les magasins, donc externaliser vers un partenaire. On pouvait aussi intégrer à l'intérieur de l'entreprise et du coup en fait embaucher des commerciaux. On a fait un troisième choix en fait en créant une SCOP en novembre 2009 dont l'activité, la seule activité est faire l'interface entre des produits éco-conçus, dont ceux de la Mèche Rebelle, et les magasins de commerce équitable et les magasins bio. Ce qui est positif, et pour rentrer un petit peu quand même dans la thématique de l'intervention, c'est qu'aujourd'hui, l'Udiver commence, puisque c'est le nom de la SCOP, je l'ai pas dit, en fait, l'Udiver commence à recevoir des coups de fil de la part de magasins de jeux de société qui reviennent vers en fait, une offre éco-conçue, alors ils appellent ça offre labellisée en général ou offre écolo. Et ça c'est un très bon signe, ça montre tout simplement que, alors bien sûr, il y a une crise, bien sûr, les réseaux historiques ont été atteints, nous-mêmes on a été atteints en fait sur nos ventes et sur notre diffusion, mais ce que je voudrais souligner vraiment, c'est que le signe en fait, c'est que on commence à sortir des réseaux de militants pour aller vers des consommations un peu plus larges. C'est ça qui explique aussi la baisse en fait que vous expliquez par rapport au bio ou par rapport à l'équitable, mais c'est ça aussi qui fait que les gens nous demandent en fait comment on fabrique, pourquoi on fabrique et en quoi on fait du commerce éthique, tout simplement parce que c'est des gens qui ne connaissent pas les réseaux. Et donc ça, je trouve que c'est un signe plutôt positif. Pour Alter Eco, est-ce que le développement économique chez vous passe par une diversification de l'offre et notamment par des systèmes d'offres, comme on dit, nous, nord-nord, c'est-à-dire un commerce équitable qui serait nord-nord? Je sentais bien que vous vouliez demander là-dedans sur votre première question. En fait, ça c'est... notre point de départ est pas celui-là. Notre point de départ pour les produits de la Cora, donc de Charente-Maritime, qu'on commercialise depuis 2 mois, c'est se dire que ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, 4 ans que les consommateurs nous en parlent. On leur disait d'habitude, non mais ça n'a rien à voir, il y a la PAC en France, ça n'a rien à voir, et puis on est quand même allé voir. On a bossé sur un premier sujet, enfin sur un premier projet qu'on a abandonné parce qu'on avait l'impression de subventionner des gens en bio qui n'étaient pas bons, donc c'est pas notre rôle.
Et on a rencontré la Corab, qui eux pour le coup étaient des gens investis à 100% dans le bio, qui vivaient une exploitation comme un écosystème complet. Et on s'est dit, mais c'est formidable comme ça ressemble à l'agroforesterie qu'on connaît au Pérou. Et on a reconnu une chose qui me paraît très nette, en tout cas dans le commerce équitable, c'est qu'on a de l'agriculture intensive qui menace des systèmes de producteurs qui, eux, se battent sur la manière dont ils font les choses. Et comme notre boulot, c'est de valoriser la manière dont travaillent des petits producteurs, là, on s'y est très, très bien retrouvé. Et on s'est dit qu'on allait se lancer là-dedans. Et en l'occurrence, ça nous permet, par effet de rebond, de bien illustrer ce qu'on fait au Pérou, en Afrique du Sud et en Thaïlande, parce qu'on a des choses qui parlent beaucoup plus aux Français, qui est la vie d'un producteur charentais. Et quand on lui dit qu'il cultive 22 espèces différentes, qu'il replante des arbres, qu'il a un plan Natura 2000, et ben, ça lui parle un peu plus que quand on lui dit qu'il travaille en agroforesterie, en biodynamie, avec des arbres natifs, et qu'il arrive à avoir plus de productivité qu'en Côte d'Ivoire. Même si les systèmes, encore une fois, les systèmes climatiques sont très différents, mais les logiques intellectuelles qu'il y a derrière sont extrêmement proches. Pour Intermundi, qu'est-ce que votre développement économique, ça passe toujours par un système de magasins franchisés, il y a une continuité dans ce développement? Alors, déjà, avant de parler du développement de notre modèle de point de vente, c'est vrai que je conforte ce qu'il a dit, au-delà de la sémantique, de savoir si ça s'appelle du commerce équitable ou pas. Aujourd'hui, intégrer dans l'offre, que ce soit alimentaire ou artisanale en ce qui nous concerne, des démarches qui ont du sens et qui sont héritées de ce qui a été développé à travers le commerce équitable, donc le développement nord-sud, ça a du sens et c'est ce qu'on essaye aussi de pratiquer à travers des produits issus d'un commerce, des productions françaises par exemple, pour certains sacs que nous commercialisons. Alors ensuite, pour répondre à votre question sur le développement en termes de comme je vous disais en introduction, on pense qu'il faut ouvrir la gamme des produits, chose qu'on essaye de faire, et de la même manière qu'Alter Eco s'intéresse à de bons produits, nous on va s'intéresser à de beaux produits pour que nos clients viennent acheter pour les produits et ensuite puissent découvrir chez nous que chaque produit a une histoire, un sens supplémentaire. Et ensuite, à travers le développement des lieux de vente, aujourd'hui, on a fait, pour essayer d'apporter une solution, je pense qu'on crée en même temps qu'on développe, donc on est passé par le système de franchise depuis 2006, qui permet d'apporter à des porteurs de projets qui souhaitent ouvrir une boutique dans le secteur du commerce équitable, des premiers outils, une première sélection, un premier modèle aussi d'agencement qui, pour notre actualité récente, entre autres, a été récompensé au plus par les Janus du commerce qu'on reçoit mercredi. Donc toujours essayer de pré-mâcher ce travail qu'on a mené, nous, en préalable au début des années 2000, et pour permettre de faire avancer un petit peu le sujet et d'ouvrir aux porteurs de projets, faciliter la création d'entreprise. Et comment vous faites connaître des consommateurs? Alors aujourd'hui, on communique auprès des consommateurs avant toute chose à travers notre offre de produits. Je pense que la qualité des produits qui sont vendus en boutique, c'est notre premier moyen de communication, parce que c'est un consommateur qui va être satisfait, qui va retrouver quelque chose soit de différent, soit de plus responsable dans nos boutiques, qui va en parler, et c'est notre meilleur axe de communication. Après, on a la chance d'appartenir à un grand groupe, et donc de disposer de moyens de communication presse, par exemple, qui font que même une enseigne aujourd'hui avec 8 points de vente, comme c'est le cas, peut disposer d'une visibilité nationale lorsqu'on fait des inaugurations ou qu'on crée des expositions en partenariat avec des écoles, etc. etc. Donc c'est de cette manière qu'on pratique la communication. Est-ce que vous privilégiez Est-ce que vous privilégiez des statuts associatifs pour ce qui concerne le tourisme solidaire et équitable, ou est-ce que c'est impératif
dans le domaine du tourisme pour les organisations qui font du commerce équitable et qui sont dans l'économie solidaire. Mais c'est vrai que les associations professionnelles de tourisme équitable et solidaire partent comme je disais tout à l'heure, de la base, hein, d'une demande de prestataires dans n'importe quel pays qui souhaitent développer son offre. Donc effectivement, ça part souvent d'un projet de solidarité internationale. C'est souvent comme ça que ça part. Donc effectivement, voilà, hein, les bailleurs de fonds, etc. Donc effectivement, moi je travaille essentiellement avec des associations, mais pas que. Il y a des entreprises qui sont passées entreprises, en fait, qui ont souvent commencé en tant qu'association et qui ont souhaité, ou par nécessité, hein, par rapport à la stratégie, se créer en entreprise. Mais bon, moi, c'est pas vraiment ça que je regarde. C'est pas vraiment là-dessus. Le statut n'a pas grand-chose à voir avec la démarche qu'il y a derrière. D'accord. Alors, y a-t-il une question Pierre, et puis monsieur qui est juste devant. Allez-y, puisque vous êtes juste... Oui, ma question est là vers Grégoire, je crois. Je suis d'accord avec... Alterico, pas Alterico, oui. D'accord avec la vision qu'il y a concernant le commerce équitable normal. Bon, j'ai vu effectivement une modification, un changement depuis quelques mois, 2 ou 3 mois. Là. Alors, je me pose une question. Max Havelaar, c'est le commerce équitable nord-sud. Plus de sel dans nos régions, commerce équitable labellisé. Comment est-ce que vous allez avoir vous comporter par rapport à Max Havelaar, l'association Max Havelaar France, qui voit comment, avec quel œil, ce virage, ce tournant, que par ailleurs je ne défends pas, je suis d'accord avec. Enfin, comment voyez-vous ce rapport avec Max Havelaar? Puis après, pour le label, j'ai une question à vous poser. Que pensez-vous de la Commission nationale du commerce équitable, où effectivement on va voir les labels et voir effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière, oui c'est bien là c'est pas bien, etc. Toutes ces questions-là qui s'agitent actuellement. Et ça mais je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Max Havelaar, je ne suis pas leur porte-parole, donc je peux juste vous dire ce que j'en ai comme réception. Ils nous ont félicité, alors je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais en tout cas, moi, ils m'ont dit que c'était super ce qu'on a fait comme travail. On a fait attention dans la sémantique, c'est-à-dire qu'on a fait de l'agriculture équitable, on n'a pas fait du commerce équitable, même si moi je n'hésite pas à parler de commerce équitable parce que je trouve qu'il faut mettre les pieds dans le plat et que c'est ça qu'on fait et qu'il faut arrêter de tourner autour du pot et passer trop de temps sur la sémantique, à mon avis, mais c'est une vision d'opérationnel. Et après, surtout, je trouve que ça ouvre un sacré champ. Parce que nous, quand on demande, tous les salariés d'Alterico sont invités à faire des audits de coopératives. Et ce qu'on demande aux salariés, c'est pas d'emplir des cases en disant oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, est-ce que tel critère est respecté, c'est de savoir si, est-ce qu'on leur remet conscience, c'est des gens qu'on a envie de représenter. Et c'est un peu ça qu'on retrouve, même si on ne s'affranchit pas d'une certaine rigueur. Donc on a un cahier des charges qui est public, on a des prix d'achat qui sont publics, qui sont vérifiés par un CAC, par un commissaire aux comptes, pardon, on a des volumes qui sont publics, une planification des volumes qui est publique, matière première par matière première. Donc sur le fond de ce qu'on prétend, sur le fond financier, on s'est engagé à 2 choses, à être parfaitement transparent, en temps réel. Donc si on contractualise un prix différent, eh bien, on devra remettre notre site internet et un CAC, un commissaire aux comptes qui va vérifier que tout ça n'est pas du vieux pieux et donc qui va regarder nos factures, il le fait déjà de toute manière. Voilà, donc ça ne me paraît pas tellement contradictoire. Sur le deuxième aspect, c'est la commission nationale du commerce équitable. Alors là, je vais y aller extrêmement courte. Pour moi, vous trouverez toujours des gens qui trouveront le moyen de détourner un modèle tel qu'il soit. Donc nous, chez Alterico, on s'est dit qu'on allait se focaliser sur la notion de marque, parce que cette marque, elle peut porter un projet. Un projet qui va la détruire intégralement si jamais elle n'est pas fidèle. Donc ma principale réponse face au risque de dégradation de la qualité des critères, c'est de se dire qu'il y a un moment, il faut qu'on porte notre marque et que après, si un jour on ne se retrouve pas parce que les critères sont trop détériorés sur un label, et ben on quittera ce label et que si jamais ces critères restent fidèles, et ben on le gardera. Et si on est une marque forte, on pourra se permettre ça. Si on ne représente rien aux yeux des consommateurs parce qu'on n'a rien réussi à créer, et ben on sera juste pris au piège et sans doute on pleurera et sans doute on disparaîtra. C'est la marque ou label alors?
Ah bah ça, c'est votre positionné, c'est pas moi. On va pas se surtout pas. Non, ce qui est intéressant, c'est que nous, on observe l'évolution du commerce équitable pour ce qui concerne le politisme depuis plus d'une dizaine d'années. Et je pense que ce que j'entends là, le discours a radicalement changé. Et je pense qu'il d'ailleurs il va dans le bon sens pour ce qui nous semble. Alors l'idée de retenir en premier la qualité, la marque et la reconnaître, en fait c'est une reconnaissance. Une reconnaissance des valeurs aussi, d'engagement, etc. Plus que l'idée de certification, commerce équitable, etc. qui effectivement devient de moins en moins, enfin je ne sais pas si elle devient moins visible, mais bon, mais qui apparemment, parmi les acteurs qui sont là, n'est plus essentiel, puisqu'ils préfèrent développer eux-mêmes leur propre marque, comme on dit. Ça change vraiment beaucoup les choses, me semble-t-il, par rapport à ce qu'on entendait il y a une dizaine d'années. Alors, autre question. Oui, j'ai deux questions. Une, c'est là on parle de prospective, donc je vais prendre ma casquette de socio-économiste, peut-être des méchants. Non, mais il y a augmentation au niveau global, augmentation du prix des matières premières, augmentation du prix du pétrole, donc du transport. Donc vous voyez déjà qui est visé dans cette question. Donc on a l'impression, et de l'autre côté, moi je suis tout à fait d'accord, effectivement, le consommateur demande de la qualité, etc. Et on ne voit pas non plus que son budget va augmenter moi je ne vois pas dans les 3 prochaines années, j'y crois pas trop. Donc il y a un effet, ce qu'on appelle un effet ciseau. Comment vous gérez ça? Non mais vous dites, voilà, c'est simple, il faut aller dans la qualité, etc., à un prix équivalent, sans augmenter le prix. Comment on fait? Après, juste une question pour Altermondi. Voilà, excusez-moi, c'est complètement différent. Est-ce que votre modèle de franchise, finalement, ça ne freine pas la créativité des créateurs de boutiques? C'est-à-dire le modèle franchise, c'est très bien pour s'initier à l'entrepreneuriat, à être commerçant, etc. Mais ça veut dire que est-ce que dans toutes les boutiques Altermondi, on trouve le même artisanat? Comment vous arrivez à défricher de nouveaux artisanats? Est-ce que c'est que le groupe SOS qui le fait ou... Voilà. Je ne vais pas répondre par Altermondi, mais je pense que là, quand on parle de franchise, non, mais enfin, c'est on n'est pas dans le conventionnel pour ce qui concerne Altermondi, mais je répondrai mieux que moi. L'idée de qualité, etc., je pense qu'ils ont répondu du matin, y compris pour tous les ateliers, à cette question-là. Non, la question je vais laisser Rodolphe y répondre, mais je pense qu'ils sont plutôt novateurs dans ce domaine et qu'ils ont essayé d'apporter une réponse justement à cette question du coût. Effectivement, moi je vais reprendre ma casquette d'ancien prof d'éco sur ces thématiques-là. Donc un effet ciseau, effectivement, je l'entends très bien, Pierre, sur ta définition. Par contre, je rappelle aussi qu'il y a une notion de volume. C'est-à-dire que là, on a quand même tous espoir, je l'espère, de vendre un peu plus l'an prochain qu'on a vendu cette année. Et ça a un impact énorme sur nos coûts de production. Moi, sur les coûts de production des entreprises, ça joue aussi ça. On ne peut pas juste prendre l'effet ciseau, il est superbe. J'avoue que je ne l'attendais pas, mais il est superbe. C'était une question. Alors, oui, pour essayer de vous répondre par rapport à notre façon de gérer la créativité des entrepreneurs qui nous rejoignent, déjà, je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur la franchise. La franchise, c'est un format qui a vocation à pré-mâcher en grande partie le travail, et il est vrai, à partir de ce modèle, à le dupliquer d'une manière la plus fidèle possible dans les différents points de vente, et c'est de là qu'on crée une unité dans la façon d'offrir les produits, etc. Ça, c'est pour le modèle franchise, on va dire, tel qu'il est pratiqué chez vos coiffeurs ou dans les autres typologies d'activités. Et pour autant, aujourd'hui, Altermondi, on essaye de pratiquer un modèle de franchise quand même plus souple. Je pense que le modèle de la franchise il est intéressant parce qu'il responsabilise. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui contractualisent avec nous et qui prennent leurs responsabilités de commerçants. Ça, c'est important, je pense, pour tout le monde. Après, à travers le modèle qui a été développé chez Altermondi, avec le nombre d'univers qui est quand même relativement vaste, on passe du mobilier au prêt-à-porter, aux arts de la table, à la déco, etc. Tout s'adapte, aussi bien l'offre proposée en magasin. Aujourd'hui, il y a un référencement de fournisseurs, mais il n'y a pas un référencement de produits obligatoire. Ça, c'est une chose importante. Et
on adapte aussi l'interaction. Parce que je pense qu'on a tous intérêt, surtout quand on est issu du domaine de l'entrepreneuriat social, à être capable de créer cette démocratie interne, y compris quand on pratique la franchise, parce qu'il faut quand même contractualiser les choses, mais être dans l'écoute et de savoir faire remonter du terrain de nos franchisés les bonnes pistes, les bonnes pratiques. Je prends pour exemple notre contrat de franchise, tout simplement, qui laisse 10% d'achat libre à chacun de nos franchisés sur un artisanat local, par exemple, qu'il aurait détecté avec des contacts qu'il aurait créés, à la seule condition que le réseau ait un droit de regard sur le projet éthique. Voilà. Et à partir de là, on essaye, à la fois dans le contrat, mais aussi dans la pratique au quotidien, parce que c'est vraiment dans les actes qu'on juge de la qualité ou pas d'un réseau, d'être à l'écoute et de laisser cette marge d'intrapreneuriat au sein du réseau Altermedi. Y a-t-il une autre question? Non. Alors il nous reste encore quelques minutes. Rodolphe, tu veux peut-être apporter quelques mots de conclusion? Je te laisse répondre. Oui, effectivement, même si cette tâche n'est pas forcément facile dans la mesure où on était sur une forme particulière d'atelier, on avait des thèmes de travail variés. Donc les premières conclusions effectivement qu'on pourrait mener à partir de ce qui a été dit dans les ateliers, donc effectivement la recherche de nouvelles formes de distribution, d'essayer de multiplier les canaux de distribution, de déculpabiliser notre communication, de travailler à rétablir nos marges, etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est de ce que tu as dit tout à l'heure, Thierry, c'est qu'il y a 10 ans, on n'avait pas ce discours. C'est quelque chose qu'on pressentait quand même, hein. C'est aussi pour ça qu'on a organisé cet événement. Et c'est vraiment important, c'était vraiment important d'avoir ce retour, de savoir que c'est partagé par de nombreuses entreprises, qu'il est temps effectivement qu'on prenne en main le marché du commerce équitable, parce qu'on peut aller plus loin, on peut faire plus de choses, et on a des messages à faire passer par nos produits. Sur le reste, donc, c'était aussi des remerciements, remercier l'ensemble des intervenants qui sont venus, qui nous ont réservé un accueil téléphonique assez intéressant. Je dois dire que 10 jours pour réunir 80% des intervenants, c'était du jamais vu. C'est génial. J'espère qu'on sera en position d'en faire un deuxième l'an prochain. Et je voulais remercier l'ensemble de l'équipe, donc Amandine qui depuis 3 mois porte le cadeau que je lui ai fait. C'était sympathique comme événement. Bruno qui s'est chargé de l'ensemble de la logistique du bar, François, Fabienne, Thibaut, Émilie pour leur soutien ponctuel, Sandy, etc. Et donc voilà. Et les entreprises partenaires de la PEPS au quotidien. Merci bien.